à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Bonjour, merci de votre fidélité. Il y a quelque temps, vous avez, comme moi, eu du plaisir à entendre un échange avec Bertrand Piccard. Vous vous rappelez, ça fait pas si longtemps. Et puis aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et puis là, on est confronté à quoi dans ce cadre-là ? D'un côté, il y a l'intelligence que je nommerais intelligence collective, celle qui règle passablement de nos choses culturelles, etc., dans la vie de tous les jours, notre mode de fonctionnement aussi en relation avec la religion. Et puis de l'autre côté, bam, il y a cette intelligence artificielle qui nous arrive dessus. Quand je dis qu'elle nous arrive dessus, c'est que pour moi, elle m'a pris un petit peu par derrière. Je n'ai pas vu venir celle-là. L'intelligence, tu peux me dire, toi, ce que c'est ? À ton avis, l'intelligence, c'est un résumé de quoi ? Bonjour Bertrand d'abord. Bonjour à tous et à toutes. L'intelligence, c'est un savant équilibre entre la capacité de réflexion, la mémoire, l'émotion, les valeurs, l'intégration du passé, la projection dans le futur, la sensibilité. C'est en fait beaucoup de choses. Beaucoup plus que juste la mémoire. On peut être complètement idiot, avoir une mémoire formidable, et on peut être très intelligent avec une mauvaise mémoire. Donc ça montre que l'intelligence artificielle, dans ce sens-là, c'est loin d'être une véritable intelligence. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, la façon dont ça nous est présenté, c'est d'abord une compilation d'énormément de données, qu'elles soient dans le domaine du son, de l'image, des textes, des messages. On va avoir une décision par rapport à ce résultat, qui est une sorte de synthèse de toutes ces différentes données qui sont mises ensemble. Là, il n'y a que de la mémoire, il n'y a pas encore d'intelligence, là. Mais tu sais, c'est assez amusant parce qu'il y a 30 ou 40 ans, mon père m'a dit « Il y a tous les mots, toutes les lettres qu'on peut assembler de toutes les manières qu'on veut pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui, mais un de ces assemblages, mais on ne sait pas lequel, explique le sens de la vie, explique Dieu, explique tout l'univers, mais on ne sait pas lequel, puisque tout est mélangé. Mm-hmm. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on commence à pouvoir mettre en place toutes ces données disparates, commencer à les ordonner et commencer à avoir des sens possibles. Alors là aussi, il y a beaucoup de réponses possibles à chaque question, mais on voit que c'est quand même une manière de compiler une connaissance universelle, ou en tout cas une connaissance collective, et d'en faire quelque chose de beaucoup plus poussé que ce que peut faire un individu. Alors là, on parle de toute l'humanité, mais en fait, aujourd'hui, ça concerne une petite proportion de cette humanité. Les gens qui, en ce moment, se retrouvent sous un arbre à palabres, ils sont des années-lumière de cela. Par contre, peut-être qu'ils vont devoir s'inspirer dans leur culture, dans leur société, de choses qui ne leur appartiennent absolument pas, mais dont ils vont devenir malgré eux dépendants. Mais on peut le voir dans l'autre sens. On peut dire que l'intelligence artificielle peut intégrer toutes les discussions sur l'arbre à palabres. Tu y crois ? Mais ça va intégrer tout. L'intelligence artificielle va tout intégrer. Toutes les connaissances, toutes les données. Mais maintenant, c'est dans ce qu'on va en faire qu'il y a débat. Et moi, je dois t'avouer une chose, c'est que je suis très ambivalent par rapport à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que d'un côté, il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des peurs fondamentales face aux grands changements. Quand l'écriture est apparue, il y a eu des oppositions à l'écriture parce qu'on disait ça va tuer le rapport humain, ça va tuer la transmission orale. Quand il y a eu l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle, on s'est dit c'est épouvantable cette imprimerie, ça va divulguer, et gaspiller, vulgariser le savoir et on n'aura plus de contrôle sur la connaissance puisque tout le monde y aura accès. Et il y a eu des oppositions majeures. Il ne faut pas oublier que Gutenberg a été excommunié par l'Église pour avoir inventé l'imprimerie. Et puis maintenant, on voit que tous ceux qui avaient peur de l'écriture étaient des vieux cons, que tous ceux qui avaient peur de l'imprimante étaient des vieux cons, et moi j'ai vraiment peur d'être un vieux con, d'avoir peur de l'intelligence artificielle.
Parce que peut-être qu'après, on va voir que c'était une évidence absolue, qu'on vivra beaucoup mieux grâce à ça, comme grâce à l'imprimerie. Et puis on dira, Picard, il avait peur de ça, quelle espèce de vieux con, comme tous ceux qui s'opposaient au changement. Donc je suis très, très prudent, très ambivalent, parce que je pense qu'il y a des grands avantages, qu'il ne faut pas en avoir peur par principe, mais qu'il faut en avoir peur par secteur ou par mode d'application. Parce que c'est vrai que l'imprimerie peut aussi être une catastrophe si on imprime des choses diffamatoires et on va se retrouver face au même problème avec l'intelligence artificielle. Et puis dans ce cadre-là, tu choisis ton imprimeur. Si tu veux éditer quelque chose, tu vas passer par un canal journalistique qui, quelque part, est en résonance avec ton profil. Déjà, aujourd'hui, ne serait-ce que dans les médias que l'on connaît, c'est déjà difficile d'avoir des journaux d'opinion où on va pouvoir se dire, moi, par rapport à ce message-là et ce message-là, j'arrive à une conclusion qui fait que je me crée ma propre opinion. Ouais. Qu'est-ce qui va rester des propres opinions quand le message vient de cette intelligence artificielle ? Alors, je pense qu'il faut voir plusieurs domaines dans l'intelligence artificielle. Il faut voir ce qui relève un peu de l'intelligence collective, c'est-à-dire que l'ensemble des connaissances, l'ensemble des données devient accessible, et même plus que ça, interprétable par tous les individus. Donc, on arrivera peut-être un peu plus à fonctionner comme les termites dans une termitière, les fourmis dans une fourmilière, etc., où chacun dépend des autres, chacun intègre les autres, et tout ce fonctionnement permet à une termitière de fonctionner beaucoup mieux qu'une termite toute seule. Donc peut-être qu'on va arriver à ça. Ça, c'est un des aspects. Maintenant, il y a l'autre aspect, il faut voir, c'est celui de la surveillance. Et puis il y a le troisième aspect, qui est celui des faux, des deepfakes. Alors, dans la surveillance, ça dépend des régimes politiques dans lesquels on vit. C'est clair que la Suisse ne va pas utiliser l'intelligence artificielle de la même manière qu'une dictature. Heureusement. Maintenant, on ne sait pas ce que sera la Suisse d'ici 50 ou 100 ans. On voit que la France a basculé d'une démocratie à une soumission au nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut basculer vite. L'Allemagne a basculé dans le nazisme, elle est revenue à la démocratie. Donc, c'est clair que là, il faut des règles et cette surveillance peut faire peur. Maintenant, moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est l'altération de la réalité. Avec l'intelligence artificielle, on peut fabriquer maintenant des films où se rencontrent deux personnes de siècles complètement différents. Vous pouvez faire tourner Jean Gabin avec Beyoncé. C'est amusant quand on le voit comme ça. Mais quand on verra un interview de quelqu'un qui dit complètement l'inverse de ce qu'il avait dit à l'époque, quand on verra un dictateur commencer à raconter des choses magnifiques sur la démocratie et qu'on se dira « mais en fait ce dictateur il n'était pas tellement horrible, regardez toutes les belles choses qu'il dit » ou alors un démocrate à qui on fait dire des horreurs, on montre des gens ensemble qui ne sont pas censés s'être rencontrés, etc. On va altérer la vérité, on va altérer encore plus que ça, on va altérer la réalité. Et on ne saura absolument plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que les faits mêmes ne seront plus des références. Et ça, je pense que c'est le plus grand danger. C'est très difficile quand on est dans une évolution de se dire à quel moment cette évolution devient néfaste ou non. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est quand j'avais 10 ans ou 9 ans et que j'étais voir le dessin animé Fantasia, qui avait eu 10 Oscars. C'était un des premiers grands dessins animés de Walt Disney qui présentait plusieurs histoires différentes. Et une des histoires, c'était l'apprenti sorcier. Oui. C'était celui qui avait organisé de manière robotisée des armées de balais, des armées de serpillères, etc., pour nettoyer sans qu'il ait besoin de se fatiguer. Et que toutes ces armées de balais et de serpillères ont pris le pouvoir et ont tout détruit. Et tout ce mythe de l'apprenti sorcier qui essaye de donner du pouvoir à la machine et qui ensuite en devient la victime, c'est quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire populaire
Et on retrouve tout ça, à tort ou à raison, dans l'intelligence artificielle. Alors, je l'ai interrogé sur mon ordinateur, cette intelligence artificielle. Je lui ai posé une question que je pense beaucoup l'ont posée avant moi. Est-ce que l'intelligence artificielle va mettre en danger l'être humain dans son avenir? Sa réponse est oui. Donne un exemple, 30% de chômage. Là, ça, c'était le premier paragraphe. Suivi après, passablement d'autres exemples où on se dit, mais attends, toi qui es si intelligent que ça, tu as vraiment envie de continuer dans ce sens? Et quand on pose cette question-là à l'intelligence artificielle, elle dit quoi? Alors, j'ai pas été aussi loin. Par contre, j'ai posé une deuxième question. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'amour? Première réponse, non, parce que je n'exprime pas de sentiment. Je n'ai pas de conscience. Maintenant, j'ai reposé la même phrase avec une virgule. Et là, il me dit, oui, je suis capable d'amour, d'affection, de compréhension de mon prochain. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est capable d'intégrer beaucoup de données et puis de les mettre dans tous les sens. Quand on entend « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'était déjà avant l'intelligence artificielle. Hein. Il faudrait bien se le rappeler des fois. C'était déjà il y a une centaine d'années. Donc, la conscience, c'est quelque chose que l'être humain semble avoir passablement oublié. La morale, la remise en question, le sentiment, le respect, la compassion, toutes ces choses-là ne sont pas dans l'intelligence artificielle. Mais maintenant, elles ne sont pas beaucoup utilisées non plus dans l'intelligence naturelle. C'est-à-dire que s'il y avait cette conscience, cette morale, cette remise en question, cette compassion et ce respect dans l'humanité, on n'en serait pas là où on est maintenant, ni en termes de guerre, ni en termes de dictature, ni en termes de pollution, de changement climatique, etc. Donc en fait, peut-être que pour beaucoup de gens, ça ne change pas grand-chose d'avoir une intelligence artificielle qui est dénuée d'émotion et de compassion. Parce que de toute façon, ils n'en ont pas. C'est un petit peu ma crainte, Bertrand, parce que effectivement, ça c'est pas dans le fonctionnement de la machine, mais de l'être humain. Et l'être humain, on sait, j'en suis le premier des fois, être flemmard, de pas avoir envie de faire quelque chose. Et puis si je peux avoir quelqu'un qui le fait à ma place, eh ben je serai content. Et puis, à la limite, je vais me servir d'une intelligence autre pour rédiger les questions de mon message aujourd'hui. Bien sûr, je ne l'ai pas fait, de mon interview, mais j'aurais très bien pu le faire comme ça, en disant, selon vous, Bertrand Piccard va répondre comment à ce genre de questions? J'ai peut-être envie de le faire, ça serait peut-être drôle en fait. Mais c'est là où je crois qu'il faut faire attention, parce qu'il y a un aspect juridique là derrière encore qui n'est pas vraiment au point. Je compose une musique, d'accord? Je suis musicien. Quelques mois, je la protège, la Suissa, la SACEM, la GEMA, tout ce que tu veux. Et puis, quelques mois plus tard, sort un morceau identique au mien qui était tiré de cette intelligence artificielle. Comment je vais pouvoir dire, attention, ça c'est du plagiat? Qui j'attaque là? Et à l'opposé, si maintenant je me sers de l'intelligence artificielle pour composer un morceau de musique et que je le signe de mon nom, deux côtés de la jumelle, on a un problème. Totalement. C'est vrai, et ça pose... En fait, c'est intéressant parce que ça pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Alors, on peut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Il y a quand même eu des règles qui ont permis, par rapport à tous ces fakes, de limiter les dégâts. Autrefois, si on signait un chèque, maintenant on n'a plus beaucoup de chèques, mais quand on signait un chèque qui était un chèque sans provision, on était puni. Maintenant, quand on utilise une carte de crédit qui n'est pas couverte, on est puni. C'est clair qu'avec l'intelligence artificielle, on se retrouve un peu dans les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on est en infraction par rapport aux règles, on devrait être puni. La seule chose, c'est qu'on ne sait plus comment punir. On est dans une société qui est très laxiste et qui ne punit plus beaucoup. Les règles ne sont pas bien appliquées et ne sont pas vraiment respectées. Donc, dans l'intelligence artificielle, ça va mettre un désordre très important sur le plan juridique et légal. Et ça, je ne sais pas du tout comment on va le résoudre. Mais peut-être que, comme dans d'autres situations, on va aller tellement loin dans l'absurde, tellement loin dans l'incontrôlable, tellement loin dans le fake généralisé, que ça va créer un contre-effet. C'est-à-dire qu'on ne fera confiance plus qu'aux gens qu'on connaît directement. Et ce n'est pas du tout impossible que cette intelligence artificielle détruise l'entier de la mondialisation
et nous ramène à des cellules familiales ou amicales très petites, très locales, et les relations ne pourront se faire que si on voit la personne, qu'on voit l'interlocuteur, qu'on l'entend parler en direct. L'intelligence artificielle est peut-être en train de s'aborder elle-même, parce que plus personne ne lui fera confiance, mais ça veut dire que plus personne ne fera confiance non plus à tout ce monde virtuel. Bertrand, je te rejoins dans quelque chose qui pour moi est une piste. À savoir que les GAFAM nous travaillent là-dessus, compilent nos données, y compris peut-être ce qu'on est en train de dire maintenant dans un futur proche. Mais par ailleurs, à part les GAFAM, il y a aussi des associations qui se forment pour recréer une autre version, quelque part, d'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'à terme, on va se trouver en face de l'ambiguïté de deux pseudo-cerveaux qui savent plus quel choix prendre devant telle ou telle décision et qui vont rejoindre finalement, j'allais dire la connerie humaine en se disant « Attends, mais je suis pas en accord avec moi-même, je suis pas en accord avec l'autre, est-ce que je fais pas ?» Et d'un seul coup, c'est de notre côté où on sait plus choisir. Et finalement, et là où je te rejoins, c'est je vais demander à mon pote ce qu'il en pense. Mais c'est peut-être là qu'on arrivera. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des balanciers. On a été trop d'un côté, ça nous ramenait au milieu, ça nous ramenait ensuite trop de l'autre côté, etc. Clairement, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous amène tellement loin d'un certain côté que je pense que ça va créer énormément de réactions, de contre-réactions, énormément d'opposition, énormément de changements. Tu le sais déjà, la première interview, je t'ai posé la question qui est la suivante dans le rituel. Quand quelqu'un dit « Merci la vie, Bertrand », comment ça résonne en toi ? On est dans une discussion maintenant qui est un petit peu ailleurs que ce qu'on avait fait la première fois. Peut-être que ça va résonner d'autres choses aujourd'hui. Merci la vie, c'est facile à dire quand tout va bien, c'est impossible à dire quand tout va mal. Et puis la vie, c'est un peu de bien, un peu de mal, c'est de la dualité. C'est comme quand on dit la nature est merveilleuse, c'est ceux qui n'ont pas été dans un tsunami ou dans une éruption volcanique ou un tremblement de terre avec la maison qui leur tombe dessus qui peut dire que la nature est merveilleuse. La nature, elle n'est pas plus merveilleuse que catastrophique, la nature, elle est ce qu'elle est. Et puis nous, dans notre emphase, on va dire une fois c'est merveilleux, puis dans notre déprime, on va dire une fois c'est catastrophique. Excuse-moi, donc je vais proposer à nos auditrices et auditeurs qui n'auraient pas écouté notre premier entretien de s'y référer, parce que là, je crois qu'on était très loin là-dedans, justement dans l'ambiguïté de tout cela. Et je voulais un petit peu boucler la boucle en te posant la dernière question que je t'ai posée tout à l'heure. Mais quand même, allez, j'insiste un peu, on va jouer sur les 48 dernières heures. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ces 48 dernières heures, Bertrand, où tu te dis si j'avais pas été aussi attentif, peut-être que je me serais pas rendu compte qu'il y avait un magnifique clin d'œil de la vie, quelque chose qui me fait chaud au cœur, une étincelle qui me donne la niaque quelque part pour aller d'une façon pour laquelle j'ai de l'estime vis-à-vis du monde et de moi-même, dans lequel je vais pouvoir interagir grâce à cette petite flamme. Mais oui, mais il y en a toujours. Voilà, c'est rassurant. Mais c'est une question de conscience, de savoir, au-delà de cette dualité, de cette ambivalence qu'on vit tous les jours dans le monde, qu'est-ce qui nous ramène à la conscience, qu'est-ce qui nous ramène à plus de sagesse, à plus de bonté, etc. Et aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous ramène à ça. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui ne nous manquait pas avant que ça arrive et qui va devenir indispensable une fois que c'est là. Donc en fait, c'est la définition d'une dépendance et d'une addiction. Et une addiction, c'est quelque chose qui nous projette en dehors de nous-mêmes, qui nous rend dépendants de quelque chose qui ne nous appartient pas, et donc ça nous éloigne de nous, et au lieu de nous rapprocher de nous. Et dans ce sens-là, je pense que ça doit être traité comme un outil à utiliser, et pas quelque chose qui doit nous remplacer. Mais moi je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, mais ce que j'aime dans un interview comme celui-là, c'est que ça force à réfléchir. Mais j'ai envie de faire une provocation qui, j'espère, ne sera pas trop mal interprétée. Mais on crée l'intelligence artificielle va s'autonomiser, et il y a un moment où elle va se demander qui c'est qui l'a créée. Donc en fait, elle va se demander qui est son Dieu. Qui est le Dieu pour l'intelligence artificielle? Et nous, on est en fait exactement dans la même situation où on se demande qui nous a créés.
Et on a un Dieu à qui on attribue notre création. Donc on peut se demander, est-ce que nous serions l'intelligence artificielle de ceux d'avant ? Ben voilà une question qu'elle est bonne. On va laisser nos auditrices et auditeurs méditer là-dessus. J'ai encore une petite question qui est comme ça. On est dans un pays producteur de vin, ici, dans le canton de Vaud, comme aussi à Genève. Si tu poses une question sur la qualité d'un vin, d'un terroir bien précis, des Alais ou que sais-je, et puis tu demandes à cette intelligence artificielle de te dire quel est le meilleur producteur sur le canton de Vaud. Quelle est la forme d'intelligence compilée là-dedans qui va pouvoir donner un avis sur la qualité du vin. Toi, tu vas peut-être pas aimer le même que moi. Et puis on ne saura pas selon quels critères ils ont été jugés, goûtés, appréciés ce vin, ou est-ce que c'est simplement le producteur qui a graissé la pâte pour mettre plus d'infos dedans pour que ça soit compilé en son avantage. Mais il y a deux manières de faire. C'est de demander à l'intelligence artificielle qui va finalement compiler tout ce qui a été émis comme avis et va en faire une espèce de majorité. Puis à l'autre solution, celle pour laquelle je penche très nettement, c'est d'aller chez chaque producteur, de goûter soi-même et de se faire son avis. Et ça crée des rencontres, ça crée un goût merveilleux dans la bouche, ça crée des moments magiques et ça nous permet de nous promener sur cette merveilleuse région lémanique. Donc indiscutablement, l'expérience personnelle plutôt que l'intelligence artificielle. Donc moi je rajouterais un petit mot, il faut croire qu'à ce qu'on boit. On ne croit qu'à ce qu'on boit. Bien. Excellent. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec Bertrand. J'espère que ça l'est, je suis sûr que ça l'est également pour vous. Et puis, on va avoir d'autres interviews, peut-être avec Bertrand, comme ça se passe avec d'autres invités. Ça serait toujours un plaisir que d'avoir aussi vos réactions par rapport à tout cela. Quoi qu'il en soit, merci de votre écoute et puis à tout bientôt. Au revoir Bertrand. Au revoir à tous et à toutes. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.